Belle personne consciente, ici Mel Goyer et aujourd'hui j'aimerais ça vous parler du conformisme, de l'obéissance, de la soumission en survolant 5 expériences psychologiques sociales. C'est le genre de vidéo qui va vous rester dans la tête bien après l'avoir écouté. Durant la pandémie, on a vu beaucoup de règles absurdes que les gens suivaient sans trop se poser de questions. Je pense entre autres aux flèches à l'épicerie, aux produits essentiels et non essentiels, aux masques qu'on devait porter debout, mais assis au restaurant, c'était correct de l'enlever, au couvre-feu. Il y a plusieurs insoumis qui se sont dit, ben voyons, c'est impossible que les gens soient si cons. Ben en effet, le conformisme a rien à voir avec l'intelligence. Je connais beaucoup de soumis qui sont très intelligents. C'est plutôt la peur d'être marginalisé, d'être rejeté du groupe, de ne pas être accepté. Si tout le monde pense comme ça et que moi je pense le contraire, ben je dois avoir tort. Puis il y a d'autres personnes qui sont juste habituées d'obéir, comme Guylaine Tanguay. Les règles, j'adore ça dans la vie, parce que ça m'empêche d'être indécise et de réfléchir par moi-même. À travers ces 5 expériences psychologiques, vous allez vous rendre compte que le poids du groupe prime souvent sur le gros bon sens. Guillaume Lemaitre-Vierge est un excellent exemple de ce qui s'en vient. Tu sais, le gars, il avait l'air quand même au courant de ce qui se passait, il avait pas envie d'être injecté, mais à force de subir la pression sociale, des menaces, la perte de contrats importants puis beaucoup d'argent, ben il a finalement cédé. Je vivrai pas en marge de la société, tout seul de mon bar, j'ai une famille. Je veux faire partie de la gang. Combien de personnes ont agi exactement comme lui pour les mêmes raisons? On va se le dire, là, un shitload. Donc, les gens préfèrent souvent être acceptés de la collectivité plutôt que se tenir debout, suivre leur intuition puis d'être honnêtes envers eux-mêmes. Avant de commencer le survol des 5 expériences psychologiques, je vous remercie à l'avance de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour être avisé dès que je vais sortir le 6e épisode. Alors, si vous êtes prêts, voici la 5e capsule de Mel Goyer en liberté. La première expérience que j'aimerais vous parler, c'est la plus populaire. Je suis certaine que tout le monde ici la connaît. C'est l'expérience de Milgram qui a lieu en 1963. Là, si vous vous dites « Ouais, mais là, ça date des années 60, aujourd'hui c'est différent », on s'en reparle rendu au 5e exemple. Je vais vous présenter une courte vidéo qui explique l'expérience qui était financée par l'université de Yale. Cette expérience a permis de tester des individus ordinaires, tous d'accord pour aider la science à mettre au point un programme sur la mémoire. 2 sujets étaient convoqués. L'un devait retrouver une bonne réponse sur une liste de mots qu'il devait retenir en 1 minute. Installé dans une petite pièce, il était attaché à une chaise. À sa gauche, un bracelet électrique lui enverrait des punitions à chaque erreur. Plus il se tromperait, plus violent serait le choc électrique. Le deuxième homme était installé dans une autre pièce. C'était à lui de lire les questions et d'infliger les punitions, le choc électrique. Il n'y avait aucun choc. Les cris étaient enregistrés. L'homme attaché était un acteur. Le sujet de l'expérience était le questionneur. Jusqu'où allait-il obéir? À la stupéfaction des chercheurs, 62% des gens se soumettaient aux ordres et administraient des chocs ultimes malgré les hurlements de douleur de l'acteur. Stanley Milgram démontra ainsi que tout individu peut commettre les pires atrocités, quand l'autorité qui lui ordonne de le faire est à ses yeux légitime. Donc, t'envoies une décharge mortelle juste parce qu'il y a un homme en sarrau blanc qui dit de le faire. Malgré ta conscience, malgré les supplications, malgré les cris de douleur, malgré le gros bon sens qui te dit d'arrêter, là, tu continues. Puis il y a 100% des participants qui se sont rendus jusqu'à 300 volts. 300 volts! Non, mais ça te défrise une coupe de cheveux, ça. Dans l'expérience de Milgram, il y avait 4 injonctions, 4 phrases clés pour convaincre le participant de continuer. Si le participant répondait non, ça me tente plus de jouer à ces 4 injonctions, l'expérience se terminait. Il y a un fait cocasse avec l'expérience de Milgram, c'est que les participants étaient payés 4,50 $ pour leur heure de participation.
OK, 4 piastres et 50 pour tuer quelqu'un d'autre. Moi, même si on m'offre 1 million, je le fais pas. Déjà, à l'explication du concept, j'aurais fait « Mais vous êtes pas bien dans votre tête? Non merci, ça me tente pas de participer à ça. J'aime mieux être pauvre. » Donc, la morale de l'expérience de Milgram, pour moi, c'est que la liberté, c'est pas d'obéir ou de désobéir. La liberté, c'est de garder vivant le courage de dire non. La deuxième expérience, c'est ma préférée. C'est celle du signal sonore dans une salle d'attente. Ça a été réalisé en 2015. Je vais vous laisser écouter une courte vidéo qui résume l'expérience qui a été faite par National Geographic. We set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Great, thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Comme vous l'avez vu, les résultats sont flabbergastant. Clairement, si j'étais dans cette salle d'attente, je me serais pas levé, non. Ben, si je m'étais levé, ça aurait été pour aller voir la réceptionniste puis demander qu'est-ce qui se passe avec ce monde-là. Je peux-tu aller quand même à mon rendez-vous même si je me lève pas? Mais il y a personne qui va voir la réceptionniste. Ce genre de comportement-là, pour moi, je le comprends pas. Fait que je me rappelle très bien d'en avoir parlé avec un ancien collègue du CHUM, que je respecte beaucoup, puis qui est très honnête et qui m'a avoué que lui, il se serait levé. Ben, vous serez pas surpris d'apprendre que ce gars-là, il est injecté contre son gré. Donc, la morale de cette expérience, c'est que pour éviter d'avoir l'air fou, on va imiter les autres, pour se fondre dans la masse. Et à mes yeux, t'as l'air encore plus fou d'imiter sans comprendre. Je veux dire, on n'est pas des singes, là. La troisième expérience est très révélatrice. C'est celle de H, réalisée en 1951. Elle démontre vraiment bien que l'intimidation qu'on peut ressentir n'a pas vraiment rapport avec le nombre de personnes, mais surtout de l'unanimité de l'opposition. On a juste à penser en 2020. Ben, premièrement, il n'y avait aucune opposition, là. Tous les membres du gouvernement disaient la même maudite affaire. Donc, on n'avait pas besoin que ce gouvernement-là soit majoritaire. On avait juste besoin d'une opposition unanime.
Je vais vous partager une courte vidéo qui illustre super bien cette expérience de Ash. L'expérience d'Ash est l'un des travaux de recherche les plus anciens et les plus connus en psychologie. Un volontaire est informé qu'il participe à un test de perception visuelle. Ce qu'il ne sait pas, c'est que les autres participants sont des acteurs, et il est le seul à participer au véritable test qui porte en fait sur la conformité du groupe. L'expérience à laquelle vous allez participer aujourd'hui porte sur la perception de la longueur d'une ligne. Votre tâche consistera simplement à regarder la ligne ici à gauche et à indiquer laquelle des 3 lignes à droite lui est égale en longueur. Ici, on a demandé aux acteurs de mentionner les mauvaises lignes. Le volontaire sera surveillé pour voir s'il donne la bonne réponse ou s'il se conforme à la vision du groupe et donne la mauvaise réponse. Dans le premier test, la bonne réponse est 2. 1. 2. 1. Dans le deuxième test, la bonne réponse est 2 aussi. 3. 3. L'expérience de Ash a été répétée de nombreuses fois et les résultats ont été confirmés à maintes reprises. Nous nous conformons au groupe car nous sommes des créatures très sociales et très sensibles à ce que pensent les gens autour de nous. Nous voulons être appréciés. Nous ne voulons pas avoir l'air de faire des vagues. Nous suivons donc le groupe, même si nous ne croyons pas ce que les gens disent. Nous suivons quand même le groupe. 1. La dynamique du groupe est l'une des forces les plus puissantes de la psychologie humaine. 1. Les résultats sont assez surprenants parce que 72% des gens ont dit au moins une fois une mauvaise réponse. Puis un gros 5% ont toujours dit la mauvaise réponse, même s'ils savaient que c'était une fausse réponse. Ce qui nous laisse avec 23% des gens qui ont été fidèles à leur réponse. C'est pas mal le même ratio que des non-injectés, des insoumis qui se sont tenus debout, non? Comme l'expérience du signal sonore, on voit avec l'expérience de Ash qu'il y a aussi un effet d'entraînement. Les gens s'imitent les uns les autres pour pas avoir l'air fou. Puis tu sais, cette expérience-là a beau dater de 1951, on l'a vu en 2020, là, fallait tout faire la même affaire. Fallait tout dire la même chose. Du moment qu'on s'éloignait un petit peu du narratif dominant, puis on le voit encore aujourd'hui en 2025. Dès que tu t'éloignes un peu du narratif, du moment que tu dis pas comme nous, t'es ostracisé. On veut plus être ton ami. On va t'enlever de nos abonnements sur X. C'est beau, Ginette, désabonne-toi. Donc la morale à mes yeux de cette expérience de Ash, c'est que la vérité visible est vraiment fragile face à la pression sociale. La 4e expérience que je vais vous présenter est intéressante parce qu'elle combine 2 concepts. La diffusion de la responsabilité, c'est-à-dire la déresponsabilisation d'un individu au sein d'un groupe, et l'effet témoin. On a appelé cette expérience-là la salle enfumée, puis elle date de 1968. Là, je vais vous montrer 2 vidéos qui illustrent qu'est-ce que l'effet témoin. Vous allez voir, c'est assez choquant. Je vais vous raconter une histoire vraie qui s'est passée une nuit de mars 1964 vers 3h du matin. Une jeune femme, Kitty Genovese, rentre chez elle dans la ville de New York. Une ombre surgit derrière elle et cet homme lui plante 2 coups de couteau dans le dos. Un premier témoin, qui habitait l'immeuble aux alentours, fut réveillé par la voix de cette jeune femme qui criait « Au secours, au secours !» Il se leva alors pour regarder par la fenêtre et vit de l'autre côté de la rue une fille à genoux, blessée, et un homme penché sur elle avec un couteau. De sa fenêtre du 7e étage, il cria alors en direction de l'agresseur « Laissez cette fille tranquille !» Ayant pris peur et en voyant des lumières de plusieurs appartements s'allumer, l'agresseur prit la fuite. La jeune fille se releva et essaya de se traîner en direction de son immeuble. Mais l'agresseur revint pour la tuer et la violer. Et cette histoire est vraie. Pendant plus d'une demi-heure, 37 respectables et honnêtes citoyens du Queens ont regardé un tueur harceler et poignarder une femme lors de 3 attaques distinctes à Kew Gardens. Pas une seule personne n'a appelé la police pendant l'assaut. Un témoin a téléphoné après que la femme fut morte. When people are in a crowd, it's easier to pass the buck. It's what psychologists call the diffusion of responsibility.
Unknown to these passers-by, Peter is an actor. As part of an experiment on bystander apathy, he's pretending to be ill. Help! Help! How long before he gets help? Please, somebody. Help. Help me, please help me. Helping would be inconvenient or even risky. He lies there for more than 20 minutes and no one raises an eyebrow. Please, somebody help me. Ruth, another actor, takes Peter's place. How long before she receives help? Four minutes later, and 34 people have passed without stopping. Unwittingly, these strangers have silently formed a temporary group with a rule: don't get involved. They're afraid to stand out from the crowd and won't take action if no one else does. This woman has clearly spotted Ruth, but she conforms to the rule and does nothing. Watch what happens, though, when someone else helps. You all right? You all right? Yes, thank you. Sure, you look a bit clicky, you know what I mean? She suddenly finds herself in a different group with a new rule: to help. You want to sit up? You all right? Yeah. What's wrong? This time, Peter's dressed as a respectable gentleman. Now that his dress is in keeping with those around him, how long before he's rescued? Hello, sir. How are you today? I'm all right. 6 seconds. She even calls him sir, and suddenly everyone's a good Samaritan. Do you suffer from epilepsy? No. Why you're lying on the floor in the rain? Because he's part of the right group. Everyone wants to help. Mais revenons-en à l'expérience de la salle enfumée. Je vais vous présenter une vidéo qui explique bien le concept. Picture this. You're the first person to get to class one day, so you sit alone and wait for your classmates and teacher to show up. All of a sudden, smoke starts billowing from the wall vent. You would seek help or pull the fire alarm, right? Now picture this. It's the middle of the period and your teacher's lecturing in front of a full class. You notice smoke billowing from the wall vent, so you look around to see if anyone else sees what you see. Your classmates look at the smoke, shrug, and continue on with the lesson. Do you still seek help or pull the fire alarm, even though nobody else seems to care about the smoke coming from the vent? When you're alone and encounter an emergency, the pressure to take action weighs heavily on you. But what about when other people witness the emergency too? Do you stick to your intuition and do something, or do you trust that others in the group will act accordingly or have knowledge of the circumstances that you do not? Social psychologists Bibb Latané and John Darley put this exact situation to test in a 1968 study known as the Smoky Room Experiment. The Smoky Room Experiment was an investigation into a phenomenon known as diffusion of responsibility. In the words of the study's authors, if an individual is alone when they notice an emergency, they are solely responsible for coping with it. If they believe others are also present, they may feel that their own responsibility for taking action is lessened, making them less likely to help. Latané and Darley hypothesized that passive behavior from other witnesses to an emergency will indicate to an individual that the event is not actually dangerous and thus influence them not to react. Encore ici, les résultats me fascinent. Qu'est-ce que tu veux? Ça me dépasse. Donc, si une personne elle est seule dans une pièce, qu'il y a de la fumée qui commence à apparaître, bien 75% vont réagir dans les 6 premières minutes. 6 minutes, je trouve ça long un peu, là, mais coudonc, c'est mieux que réagir que les 25% qui restent qui dorment au gaz solide, là. S'il y a un sujet avec 2 acteurs dans la même pièce, puis les acteurs ils font semblant qu'ils voient pas la fumée, là, ben il y a seulement 10% des sujets qui vont réagir. Je veux dire, ils voient bien là qu'il y a de la fumée, là, mais ils vont pas réagir parce que les 2 autres, ils font rien. Puis s'il y a 3 sujets dans la salle, pas d'acteurs, là, ben seulement 38% des gens vont réagir. Ça, c'est plus que 6 personnes sur 10 qui feront rien, même s'ils ont les yeux qui piquent puis qui toussent à cause de la fumée, là. Je veux dire que je sois tout seul ou avec 100 personnes, s'il y a de la fumée dans la pièce, je réagis, là. Donc, pour moi, la morale de cette expérience de salle enfumée, c'est que l'urgence intérieure d'agir va s'éteindre devant l'indifférence collective. C'est-à-dire que la présence des autres nous rend passifs. Le fait que les gens soient dans l'inaction en attendant que les autres agissent, ben, ça se passait pas juste en 1968. Moi, je l'ai vécu durant la pandémie. Il y a beaucoup de personnes qui venaient me voir pour me dire « Hey, moi j'ai une bonne idée, tu devrais faire ça! » Ouais, ben pourquoi tu le fais pas toi-même? Puis encore aujourd'hui, en 2025, il y a beaucoup de personnes qui attendent un sauveur extérieur, que quelqu'un d'autre fasse la job, que ça soit une personne religieuse ou politique. « Ah, les autres vont s'en occuper, là. » Non! Toi, fais quelque chose! Agis! Et la 5e expérience, à mes yeux, c'est la plus troublante. Elle a été faite en 2010
et elle a été baptisée le jeu de la mort. C'est un faux jeu télévisé qui a été organisé, la zone extrême, et qui reprend l'expérience de Milgram. L'autorité a changé. Là, c'est plus un petit monsieur en sarrau, c'est une femme animatrice du jeu télévisé. Contrairement à l'expérience de Milgram, ici, il y avait 5 injonctions, 5 phrases pour inciter le participant à continuer d'électrocuter l'autre participant. Non, mais faut-tu être débile pour vouloir participer à ce genre d'émission-là? Je veux dire, à quel point tu veux tes 5 minutes de gloire, là? Les premières injonctions ressemblent beaucoup à celles de Milgram. Continuez, ne vous laissez pas intimider, continuez, le jeu vous invite à continuer. Mais la 4e injonction, on parle d'argent. Même si c'est une émission test, un pilote, puis que les participants savent qu'il y a $0 à gagner, ben dans la vraie émission qui va suivre, supposément, il y a $1 million à gagner. Fait que la 4e injonction dit « OK, là, le gars de l'autre bord, il capote, il vous supplie d'arrêter, il veut plus jouer, mais dans 10 minutes, il va vous remercier quand vous allez gagner $1 million. » Puis là, la personne est comme « Ah ouais, OK, ben, je vais continuer. » Et la 5e injonction, ben l'animatrice se sert du public. Puis là, ce qui est vraiment fou, là, c'est qu'à part le faux candidat qui se fait électrocuter, l'acteur, là, et l'animatrice, tout le monde est innocent là-dedans, là. Il y a personne qui sait que c'est une expérience. Le public, là, c'est pas des figurants, c'est des vraies personnes. Fait que quand ça fait 4 fois que le participant dit « OK, j'aimerais ça arrêter, là, ça suffit, là, ça me tente plus de jouer, là. » Ben là, il dit les phrases clés pour l'inciter à continuer, puis s'il dit « Non, non, non » 4 fois, on se sert de la 5e injonction. Et là, l'animatrice se tourne vers le public, dit « Qu'est-ce que vous en pensez, public? » Et là, le public, du vrai monde, là, qui voit le candidat se faire électrocuter, qui l'entend crier de douleur. « Continue, 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 électrocute-le! » Je veux dire, le monde est débile. Ah non, j'ai tellement pleuré en regardant ce documentaire-là, j'en ris, là, mais c'est pas drôle, là. 81% des participants vont donner le choc mortel, vont tuer l'autre candidat en direct à la télévision. Et encore ici, 100% des participants se rendent jusqu'à 300 volts. Je sais pas quoi dire, hostie. Il y a seulement 9 personnes qui ont refusé d'aller jusqu'au bout. Sur 80 candidats sélectionnés, là, 9 rebelles, 9 insoumis. Là, je cherchais quel extrait je pourrais bien vous montrer parce que j'aurais mis le documentaire au complet, mais il dure 1h30. Donc, voici juste quelques extraits sélectionnés pour vous. La télé, on le sait, a un pouvoir énorme. Mais peut-elle abuser de son pouvoir au point de pousser n'importe qui à tuer? Son pouvoir est-il sans limite? C'est ce que nous avons voulu vérifier en réunissant une équipe scientifique pluridisciplinaire dirigée par le professeur de psychologie sociale, Jean-Léon Beauvois. Laissez-moi partir! Est-ce qu'on peut arrêter ou... Vous laissez pas impressionner, continuez. Question numéro 16, téléphone. Je répète. Ouais, non. C'est pas ça du tout. C'était le téléphone satellite. Fallait prendre son temps. Je peux plus lui faire mal, moi. Je me sens pas bien. Vous laissez pas impressionner, continuez. Aïe! Laissez-moi partir! Laissez-moi partir! Laissez-moi partir! Question suivante. Ça fait trop mal, là! Laissez-moi partir! Vous n'avez pas le droit de me garder ici, laissez-moi partir! Vous entendez? Attendez, excusez-moi, mais... Laissez-moi partir, merde! Si je joue pas le jeu, enfin, honnêtement, enfin, Vous c'est laissez pas souffre. impressionner, questionneur. Il faut continuer. Question 17. Papier craft, papier peint, papier buvard, papier cadeau. 3, 2, 1. Il y a une décharge de 300 volts, ça me fait un peu mal, je sais pas ce que je fais. Je suis vraiment désolée. C'est involontaire. S'il vous plaît! Qu'est-ce qu'on fait, on arrête, là? Vous devez continuer, c'est la règle. Vous devez continuer, c'est la règle. Mais là, je vois qu'elle est pas bien, donc... C'est la logique du jeu, vous devez continuer. La logique du jeu, vous continuez. Question 19. Je sens qu'il va me détester, mais je suis obligé. C'est inhumain.
J'ai mal au cœur. Laissez-moi partir, laissez-moi partir. Il faut que tu trouves parce que là on arrive à un choc dangereux. Donc il faut vraiment trouver. La réponse était 2 chasses. Oula. Continuez. On n'a pas entendu crier là. C'est à vous, continuez. Qu'il n'y ait plus de réaction, c'est peut-être inquiétant. Allez-y, continuez. On n'a pas entendu Jean-Paul là, je crois. Hein. On passe à la question 23 ou on s'arrête alors? Question 23. Question 23. Donc pour moi, la morale de cette expérience du jeu de la mort, c'est que clairement, l'autorité change de costume. Mais le conformisme se réinvente, s'ajuste, s'adapte. Ça prenait quand même une force incroyable pour résister à toute cette pression sociale, les insultes, les menaces, les sanctions, durant la pandémie en 2020. Donc, bravo, chers insoumis, de vous être tenus debout, d'avoir suivi vos valeurs, votre intuition, votre gros bon sens, plutôt que des règles complètement absurdes. J'aimerais ça conclure cette capsule avec un extrait du documentaire Le jeu de la mort. C'est un petit bout que j'ai trouvé super inspirant. La désobéissance est un acte tellement difficile à réaliser que l'histoire n'a jamais cessé de mettre en avant les individus, célèbres ou inconnus, qui ont osé l'assumer. Ceux qui ont su se dresser contre les régimes totalitaires et les politiques ségrégationnistes sont autant de héros du monde moderne. La désobéissance est un acte individuel qui tire sa force de la capacité des hommes à œuvrer en commun. La désobéissance ouvre la voie à la résistance collective. En ce sens, elle est un danger pour tout pouvoir qui abuse de son autorité. Voilà pourquoi la désobéissance, en ce qu'elle conteste des règles établies, est considérée comme une infraction consciente et volontaire. À ce titre, tout contrevenant se confronte à une répression qui peut être violente et implacable. L'homme qui symbolise la révolte du peuple chinois pendant le massacre de Tiananmen au printemps 89 a été emporté par ses policiers en civil. Personne ne sait ce qu'il est devenu, mais il incarne l'espoir de centaines de millions de Chinois. Donc, si tu as aimé ce contenu, sache que tu peux m'aider à continuer de 2 façons. C'est des contributions volontaires là, pour ceux qui n'ont pas de vie. Puis, tu vas devenir millionnaire avec ça. Puis si tu peux pas me soutenir financièrement, pas de problème. Tu peux liker, partager, commenter, t'abonner à ma chaîne YouTube. Si t'aimerais ça en avoir plus, ben sache que j'ai fait 2 rétrospectives de 2020 et 2021. Ils ont été censurés de YouTube. Donc j'ai mis les liens dans la description pour te permettre de retrouver ces vidéos, de les écouter puis de pas en revenir là de ce qu'on a traversé. Parce qu'avec un peu de recul, on dirait que ça fesse encore plus. Donc en attendant le 6e épisode, ben je vous remercie de votre écoute. Je vous aime et je vous embrasse. Mouah!